Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Google I.O. qui a eu lieu cette semaine. Il y a 3 ans, Google déclenchait un code red face à ChatGPT. Tout le monde annonçait la mort du roi. Aujourd'hui, Gemini a rattrapé ChatGPT avec 900 millions d'utilisateurs. Les bénéfices explosent de 81% et le géant est en train de dévorer la concurrence. Et puis le procès Musk contre OpenAI. Le jury d'Auckland a mis moins de 2 heures pour rejeter la plainte à 150 milliards de dollars de Elon Musk. Les médias célèbrent la victoire d'Altman, sauf que le jury n'a jamais statué sur le fond. Et ce qu'on a appris pendant 3 semaines de procès fait froid dans le dos. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France. Votre émission commence maintenant. À mes côtés pour cette émission, Maître Jérémy Michel. Salut tout le monde. Valorant Moulet-Berthaud qui est avec nous également en direct de Paris. Et de côté San Francisco, ça sera Carlos Lozano qui est avec moi de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, quelques annonces. On peut faire déjà une parenthèse quand même pour te souhaiter un excellent anniversaire. Ah, merci les cocos, vous êtes gentils. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, feliz cumpleaños, querido. Merci beaucoup. Bah ouais, mais bon, plus de 50 ans, je sais plus si ça vaut le coup de fêter les anniversaires. J'ai l'impression d'être déjà dans la deuxième partie de la colline et de dévaler la pente. Non, mais c'est un celebration day, tu vois. C'est une manière aussi qu'on te remercie pour tout ce que tu fais pour la tech française et pour cette émission qu'on adore tous. Donc, bon anniversaire, mon Carlos. C'est un immense merci pour Silicon Carnet. Merci à vous, merci de nous regarder de plus en plus nombreux. Ça me fait très plaisir, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez faire. Et puis si vous voulez me faire un cadeau, likez, abonnez-vous à l'Hacienda. C'est les fans de Silicon Carnet à Paris et à San Francisco. On va faire un événement d'ailleurs à San Francisco début juin parce qu'il y a plein de Frenchies qui sont là dans la Silicon Valley. Carlito, tu seras là aussi parmi nous. Et puis continuez à regarder Silicon Carnet, ça me fait toujours très très plaisir. Allez, l'émission commence. Go yourself. Avant qu'on reprenne, je voulais vous parler d'une start-up que j'adore, Matisse Club. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui vous permet d'investir dans de l'art moderne et contemporain à partir de 20 000 euros. Concrètement, vous co-investissez dans des œuvres signées Warhol, Matisse ou Soulages, des artistes qui ont marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Ces artistes font partie de l'indice Art Price 100, qui suit les 100 artistes les plus performants en vente aux enchères. Et sur les 2 dernières décennies, cet indice s'est apprécié 2 fois plus vite que le S&P 500. Avec Matisse, l'art devient un vrai actif stratégique pour diversifier votre portefeuille. Depuis mai 2023, ils ont investi dans 90 œuvres, 27 ont déjà été revendues avec une performance nette investisseur moyenne de 16,2%, non garantie bien sûr. Et quand ils investissent dans une œuvre, leur objectif c'est de la revendre dans les 2 à 5 ans. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et investir dans des actifs non cotés comme l'art comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club, j'ai mis le lien en description. Allez, retour à ton épisode. Google I.O. 2026 s'est tenu ce mardi à Mountain View. Google n'est plus en train de rattraper son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle. Clairement, Google est en train d'imposer le rythme. Et on regarde les résultats de Q1 2026 ensemble, c'est juste hallucinant. 109,9 milliards de dollars de revenus en un seul trimestre. 11e trimestre consécutif de croissance à 2 chiffres. Croissance à 2 chiffres. Google Cloud à 20 milliards de dollars. Et cette conférence, cette keynote cette semaine, où Gemini, Sundar Pichai, monte sur scène et revendique 900 millions d'utilisateurs actifs, soi-disant à parité avec ChatGPT. On annonçait un chiffre il y a quelques semaines de 750 millions. Et là, il vient sur scène et il nous explique que non, c'est 900 millions. Et que donc, c'est un chiffre symbolique, 900 millions. 900 millions, c'est le chiffre de ChatGPT. Donc, Google a rattrapé définitivement son retard face à ChatGPT. Petit tour de table rapide. Et ensuite, on va rentrer dans le détail des annonces qui ont été faites durant cette keynote. Écoute, moi déjà, je pense qu'il y a 3 choses que nous indiquent fondamentalement ce retour en force de Google. Le premier, c'est que ils ont été précurseurs dans ce domaine
Donc, ils ont pu rattraper leur retard parce qu'ils avaient déjà, paradoxalement, alors qu'on les croyait complètement à la rue, ils avaient déjà une très grande force d'intelligence artificielle chez eux. Évidemment portée par l'exceptionnel Demis Hassabis de DeepMind, et qu'on oublie souvent, parce que comme on met en avant Sundar Pichai face à Sam Altman, on oublie que le vrai IA guy chez Google, c'est Demis Hassabis, et que c'est un brillant personnage. Enfin là, on parle vraiment du très 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 haut niveau. On parle d'un mec du niveau médaille Fields de mathématiques. D'ailleurs, il en a peut-être même déjà eu une. Donc, déjà, faut pas oublier que Google était en retard sur les chatbots. Un européen d'ailleurs, hein, c'est une boîte Google DeepMind, c'est une boîte anglaise, ouais. Boîte anglaise, effectivement, qui a été acquise pour la somme de combien 400 ou 600 millions de dollars à l'époque. Quand on voit la valeur de DeepMind aujourd'hui chez Google, c'était pocket money, effectivement, et Demis Hassabis c'est effectivement exceptionnel comme gars. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en ça que ça les distingue potentiellement d'un Apple, par exemple, qui n'avait pas le même niveau d'avancement sur l'intelligence artificielle. Deuxième sujet, et ça, je pense que c'est le truc que tout le monde avait loupé au moment où on disait que Google était mort. Mais Google, ils ont un nombre d'utilisateurs qui est juste dingue. Donc le jour où ils ont un LLM qui est ne serait-ce que au niveau des standards du marché, qui est pas trop largué, beaucoup de gens vont préférer la facilité dans l'adoption. Et du coup, en fait, ils sont déjà connectés à leur Gmail, ils sont déjà connectés à leur chaîne YouTube, ils sont déjà connectés à des choses comme ça. Et ben, ils vont juste aller sur Gemini sans avoir besoin de se connecter et utiliser l'outil. Et donc ça, je pense que les gens se rendent pas compte qu'il y a la simplicité d'utilisation. Et la troisième chose, et ça c'est pour moi le vrai défi pour Anthropic, pour OpenAI, pour tous les LLM récemment créés, bah, c'est qu'il faut combattre les écosystèmes. Et Google, c'est Gmail, c'est YouTube, c'est Google le moteur de recherche, c'est Google les ads, le SEO. Et donc en fait, ils sont extrêmement bien foutus. Je prends un exemple tout con. Moi, j'utilise pas Gemini au quotidien. Mais en revanche, dès que je veux avoir accès à mes mails ou à mon agenda, qui sont des agendas Google, parce que je suis sur Google Workspace, bah en fait, tout ce qui va toucher à mon organisation de travail, Gemini est beaucoup plus pratique et rapide que Claude ou ChatGPT. Donc vraiment, Google, je pense que on aurait pu, je mets des guillemets, mais on aurait pu prédire leur retour en force. Et donc, c'est pas une si grosse surprise que ça, même si jamais leur retour est vraiment impressionnant. Ces événements sont toujours incroyables. On en voit vraiment du gros. Ces entreprises, les Google, les Salesforce, ce sont les meilleurs de loin sur ces sujets, product marketing, product. C'est vraiment une grosse machine. D'ailleurs, aujourd'hui, Salesforce fait exactement la même à Paris. Donc, si tu es au produit et ton produit ou ta plateforme est le dernier shiny shoe, là, tu t'amuses et t'es sur scène. Toi, t'étais chez Salesforce, hein, on rappelle, hein, tu travaillais à GenForce chez Salesforce, que tu as abandonné lâchement il y a quelques mois pour aujourd'hui bosser dans un labo de recherche autour de l'intelligence artificielle qui est encore secret. Tu nous en diras plus. Je vais venir te voir d'ailleurs dans tes locaux au lab là. Il faut qu'on fasse un truc chez toi. Donc tu connais bien ces messes là. Ça se passe je comment connais bien en ces interne? machines là. Pour l'histoire d'ailleurs, l'année dernière, j'étais à la main keynote à Paris, c'est à l'événement Salesforce Agentforce. L'année d'avant, j'étais à la keynote Agentforce à San Francisco. Ouais. Et l'année d'avant, j'étais à la keynote à Boston, justement avec la patronne à l'époque de Slack, qui est la patronne du revenu chez OpenAI. Ouais. Donc je vois bien comment ça marche tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est quand même important, c'est que c'est la journée, c'est un concert de produits. Là, on en voit du lourd, c'est une grosse production, 5, 6, 7 caméras, c'est quand même impressionnant. Full production, démonstration de force. Et du coup, je suis enthousiaste de double-cliquer, d'en parler un petit peu. Je dirais juste que la plupart des produits, c'est de la roadmap. Ils sont pas encore là. Oui, absolument. Et on va le voir justement, on va faire le détail de chacun de ces produits-là. Il y en a quelques-uns qui sont déjà là, qui sont déjà disponibles. Et effectivement, il y a beaucoup d'annonces dans ce qui a été raconté cette semaine à Mountain View. Jérémy, toi de ton côté, on fait un petit tour de table. Ouais, alors, écoute, je trouve ça intéressant finalement comme on dit, ce fameux retour du roi de la part de Google. Et là, j'avoue que je suis totalement Valéran, même si au début, j'avoue avoir été plutôt sceptique, comme beaucoup, sur la survie de Google par rapport à l'IA, donc à ChatGPT quand il est sorti. Beaucoup de gens disaient oui, Google va mourir parce que en fait le moteur de recherche va mourir. Et en fait, le problème de ce raisonnement, c'est qu'il a assez de surface, puisqu'en réalité, le business model de Google, c'est pas le moteur de recherche.
le business model de Google, c'est la publicité. C'est environ 3/4 des revenus de Google, enfin de Alphabet. En fait, c'est la publicité. Et en effet, bon, derrière, il y a l'infrastructure du moteur de recherche qui évidemment aide ce business-là. C'est le cloud, évidemment, qui, je crois, est aux alentours de 14 ou 15% de leurs revenus. Et puis, c'est une entreprise qui, en effet, avec DeepMind, a de fortes capacités d'innovation en interne, notamment avec les fameux projets Moonshot. Donc, on est quand même sur une grosse entreprise, un mammouth, il est vrai, mais un mammouth qui est capable d'innover et qui, en plus de ça, possède des infrastructures, et notamment les fameux TPU. Donc, en réalité, Google était dépassé au début, en effet, par la disruption de Sam Altman et de OpenAI, mais ils avaient en interne le potentiel. Et quand on y réfléchit bien, notamment par rapport à la publicité, qui encore une fois est le modèle prioritaire de Google, en fait, l'IA, pour le coup, est un véritable accélérateur en termes d'analyse des données, en termes d'analyse des tendances, en termes d'analyse fine du profilage de profiling, des utilisateurs sur Internet. Justement, l'IA vient complètement booster cette capacité de Google à aller chercher les bonnes personnes, et ils sont toujours leaders là-dessus. Et donc, en effet, avec ce modèle de distribution qu'on connaît tous, mais un peu comme Microsoft d'ailleurs, ça leur permet de survivre. Mais quand même, moi, je mettrais un bémol et je me poserais la question sur le nombre d'utilisateurs annoncé par Satya Nadella, parce que est-ce que par Sundar Pichai, par Sundar Pichai. Pas Sundar Pichai, désolé, je fais du racisme anti-indien. Bon, on en reparlera du racisme des IA. Bon, bah, je suis peut-être une IA, on sait pas. Mais en tout état de cause, je me demande si le fait, par exemple, d'avoir cliqué une fois dans Gmail sur la petite étoile Gemini, est-ce que du coup ça me compte comme un utilisateur de Gemini ou pas? Oui. Donc voilà, Oui. je me pose la question par rapport à la manière dont on compte le nombre d'utilisateurs, parce que pour le coup, ChatGPT n'avait aucun modèle de distribution. Donc c'est vraiment c'est une vraie base utilisateur. Bah, en fait, je suis hyper d'accord avec ce que dit Jérémy, parce que on s'en rend pas compte en Europe, parce que c'est pas encore autorisé par l'Union européenne. Mais Gemini, quand tu non, Valran, attends, je te coupe là-dessus. Le AI Overview n'est pas autorisé en France. Tu vas en Espagne, les mecs, ils ont AI Overview. Ok, bah alors c'est en France. C'est en France que vous en rendez pas compte. Quoi. Tu rajoutes de l'eau à mon moulin, en fait. Parce que est-ce qu'ils comptent les utilisateurs de Gemini comme des gens qui utilisent la AI Overview? Parce que si oui, c'est vrai que ça trafique complètement les chiffres. Et je pense que ça serait intéressant d'instaurer une métrique sur les utilisateurs des LLM qui est le temps passé. Quand on fait des vidéos avec Carlos sur Silicon Carnet, nous au Crayon Group, le Crayon Les Financiers, le PIB de France, on a évidemment le nombre de vues qui intéresse tout le monde, donc ça serait le nombre d'utilisateurs, mais on a une métrique qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus importante, qui est le watch time, le temps que les gens passent à regarder un épisode de Silicon Carnet, des Financiers, du Crayon ou peu importe. Et ce watch time, c'est une indication de fidélité, de profondeur de la consommation. Et je pense que dans les LLM, la profondeur de consommation d'un Anthropic, par exemple, notamment pour les développeurs, est bien supérieure à un Gemini où on va aller demander c'est quoi mes rendez-vous du jour et c'est quoi les mails auxquels j'ai pas répondu. Et je pense que c'est important au fur et à mesure en tant que public, en tant qu'investisseur, on se mette pas uniquement sur les métriques d'utilisateurs, mais sur les métriques de profondeur d'utilisation, parce que c'est là où il va y avoir des use cases financiers, médicaux, technologiques ou autres. Ouais, exact. Moi, je voulais revenir sur le début, là, sur 2022, là, on en parlait, quoi, en fait, quand est sorti ChatGPT et le code red de Google. C'est vrai que déjà en 2022 ils avaient tout, quoi. Ils avaient la technologie, on se rappelle, hein, c'est eux qui ont sorti ce fameux papier Attention is all you need, qui est le papier fondateur de toute l'intelligence artificielle générative actuelle, et il date de 2017. Et puis ils avaient racheté DeepMind, on se rappelle, hein, c'est AlphaGo, etc. C'est le prix Nobel de chimie, c'est avec AlphaFold. Donc Google était largement, ils avaient 10 ans d'avance sur OpenAI. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas su appuyer sur le bouton live, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté, à l'époque, de mettre ça entre les mains du grand public, et ils se sont fait prendre de vitesse avec un produit de ChatGPT. On regarde ChatGPT aujourd'hui, mais il faut se rappeler ce que c'était ChatGPT quand c'est sorti, hein. C'était de la merde. Ça ne marchait pas, ça hallucinait, et ils se sont fait prendre de vitesse, et ça me fait penser, on en avait parlé quand on avait parlé de
de ce code red de chez Google à ce papier de Clayton Christensen, le Innovator's Dilemma, qui est quelque part un livre de chevet ici dans la Silicon Valley. La thèse, c'est que les grands groupes comme Google se font toujours détruire par des entrants qui sont plus petits. C'est un peu la règle dans la Silicon Valley. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que, justement, c'est devenu une machine super bien huilée, super bien gérée. Je peux pas m'empêcher de penser à Apple quand je suis en train de dire ça, quoi. Ils protègent leur marge, ils protègent leur business, leurs clients, et ils sont incapables et ils ratent les technologies de rupture. C'est arrivé à IBM avec le PC, c'est arrivé à Kodak avec le numérique, Nokia, n'en parlons pas, avec le smartphone. Et il y avait un peu de ça en 2022 chez Google. Il cochait toutes les cases. Et moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui quand je regarde Google I.O., c'est qu'ils viennent de remettre en cause complètement cette thèse du Innovator's Dilemma. Ben non, on peut être ultra dominant sur son marché, on peut maximiser ses marges, gérer la boîte super bien comme le fait Google et comme le montrent d'ailleurs leurs résultats trimestriels, et revenir en tête en termes d'innovation. Et ça, c'est une rupture totale avec toutes les règles de la Silicon Valley. On ne l'avait encore jamais vu et ils en font la preuve aujourd'hui. Et moi, c'est ça que je trouve super, super, super impressionnant, quoi. Tu peux pas te permettre d'être au journal de 20 heures avec un chatbot qui raconte n'importe quoi quand t'es coté en bourse, quand tu t'appelles Google. Donc c'est super important ce sujet. C'est super que tu évoques le attention is all you need, parce que il faut se rappeler qu'il y avait un monde avant les modèles GPT. Ça s'appelait des modèles PT. C'était des modèles pré-entraînés, transformers. Et ça a fait un carton. Tous ceux qui avons développé des chatbots à cette époque-là, on a bien compris le sujet. Moi, j'ai toujours cru que Google allait revenir au point où j'ai écrit un article et j'ai pris des pots de bananes et des tomates. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas voir ce truc. Mais il y a un autre sujet, un sujet d'orga. Rappelez-vous de Bard. Parce que ça, Google Bard. Mais c'est une merde totale quand tu lui posais la question par exemple, il t'expliquait qu'il fallait bouffer des cailloux parce qu'il y avait des minéraux dedans. Moi, je me rappelle, il m'avait dit que je sais plus ce qu'il m'avait dit, de boire de l'huile, enfin n'importe quoi. Ça te sortait des trucs de débiles, quoi, en fait. J'y reviens. Google Bard, Google AI et DeepMind, 3 organisations dans une organisation, et il fallait faire un peu le ménage. Et là maintenant, le ménage a été fait. Et là, avec la force de frappe de la surface d'exploitation, il va falloir s'accrocher maintenant. Ouais, mais il y a un sujet que tu pointes du doigt, Carlos, qui est que tu peux pas te pointer aux 20 heures avec des produits, on va dire, pas encore finalisés ou encore en construction. C'est vrai et faux, parce que ça a été un gros défaut des empires technologiques américains d'être incapables de s'auto-disrupter et finalement de se faire disrupter par leurs propres employés. On se rappelle de Intel, par exemple, qui a été fondé par des anciens de Bell Labs, alors que Bell Labs avait inventé la technologie d'Intel au sein même de leur entreprise. Et donc, en fait, ils se sont littéralement créés leurs concurrents par l'incapacité qu'ils ont eu de faire monter leur ingénieur, j'ai plus le nom du gars, mais comme, en fait, star future de l'entreprise. Et là, il y a un mais qui est hyper important, c'est que Google, en étant devenu Alphabet, s'est transformé dans une holding technologique qui est de plus en plus capable de s'autodisrupter. Il y a eu, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, la levée de fonds de Isomorphic Labs. Donc, en gros, c'est une espèce de entreprise IA pour faire de la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle. Et ils ont levé des fonds. Donc, c'est littéralement une holding qui détient Isomorphic Labs et qui va céder une partie du capital pour l'accélérer, pour pouvoir avoir un modèle startup. Et je pense qu'ils auraient très bien pu sortir des produits de chatbot ou de LLM sans forcément les déployer à tout leur écosystème. Et je pense que c'est ça le danger. Et c'est un danger, par exemple, qui guette beaucoup Apple, qui sort de l'ère Tim Cook, par exemple. Mais je pense que là où ils ont complètement disrupté la thèse de Christensen, c'est justement sur la distribution. C'est-à-dire que Christensen n'avait pas, au moment où il écrit le Innovator's Dilemma, n'avait pas pensé qu'une boîte puisse avoir une capacité de distribution telle, comme Google par exemple, qui n'avait plus besoin de convaincre 900 millions de personnes d'adopter ses produits. Il avait juste besoin de le glisser justement dans tous ses produits. Aujourd'hui, c'est dans 15 produits. Et tout d'un coup, les gens, sans le savoir, un peu à la manière de Jourdain, quoi, font de l'AI sans le savoir, que ce soit dans Gmail, dans le search, dans YouTube également, quoi, en fait, dans Maps, dans tous ces produits. Et là où Anthropic, là où
OpenAI a besoin d'aller faire de l'acquisition d'utilisateurs. Google, c'est juste switch on et c'est bon. Hein. Ça y est, c'est terminé. Et puis il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils génèrent du revenu from day one. C'est-à-dire qu'on le voit bien, OpenAI et Anthropic brûlent des milliards pour construire des infrastructures qui sont toujours pas rentables, alors que Google, l'infrastructure, ils l'ont. Elle est disponible, elle est là, et ils font du cash dès le premier jour. Et ça, c'est assez hallucinant, quoi, en fait. Regardez, la pub search, ce que tu disais, Jérémy, grâce à l'IA, alimenté par l'IA, c'est 60 milliards de revenus au premier trimestre. Et quand on parlait tout de Anthropic qui dit j'ai fait 35 milliards, non mais attends, Google, le search alimenté par l'IA, c'est 60 milliards ce trimestre. Donc ils aplatissent tout le monde, quoi, en fait. Et les annonceurs, c'est vachement intéressant ce que tu disais, Jérémy, tout à l'heure sur la qualité, parce que quand tu es dans une conversation, tu chopes de l'information qui est juste hallucinante sur l'utilisateur, t'es plus en train de cliquer dans une box pour mettre 3 mots-clés, quoi. T'es en train vraiment d'avoir une conversation. Du coup, ils ont pu augmenter de 7% par clic le prix de la pub dans Google, quoi. C'est ça qui est formidable. C'est justement parce que ils arrivent à avoir des requêtes beaucoup plus longues et qui donnent des signaux d'achat beaucoup plus précis, quoi. C'est hallucinant, quoi. Absolument. Et Google a été notamment un des précurseurs sur la technologie du fingerprinting, donc qui permet vraiment de profiler les utilisateurs au-delà des cookies. Donc c'est beaucoup plus efficace que le cookie, justement. Et donc l'IA facilite tout ça et même l'accélère. Et je pense que vous avez parlé tous les deux d'un point qui est ultra important, qui est le modèle de distribution et la surface de Google. Mais à mon avis, ça ne fait pas tout, parce qu'il y a une autre entreprise qui a un réseau de distribution assez énorme, qui est Microsoft, et ils n'arrivent pas à faire la même chose avec Copilot. Donc, est-ce que c'est dû... En entreprise, tu parles. Que ce soit Ça c'est un point qui est quand même important. Ou même à l'extérieur. Il y a un taux d'adoption qui est relativement limité. Ils ont essayé également, ce qui moi m'indique que en termes de niveau d'intelligence, c'est Microsoft, on est quand même très en deçà de chez Google. Ils ont essayé même de mettre Copilot dans le gaming. Donc aujourd'hui, la nouvelle CEO de Xbox est en train de reculer là-dessus d'ailleurs. Donc ce qui montre qu'en fait, ils ont eu une approche, en tout cas chez Microsoft, de gros bourrin, de mettre Copilot partout sans véritablement réfléchir intelligemment au cas d'usage. Et ils sont complètement derrière. Bon, après, peut-être que j'ai un biais anti-Microsoft, je sais pas. Justement, on va regarder les produits, on va pas tous les passer en revue parce qu'il y en a plein et je vous invite vraiment à aller voir si ça vous intéresse la Google I.O. conférence, je crois qu'elle dure 2 heures à peu près, c'est très intéressant, mais moi j'en ai retenu quelques-uns. Le premier produit, et ça c'est une révolution, c'était la première image de la keynote. Pichai l'a fait apparaître sur l'écran géant du Shoreline Amphitheater à Mountain View, et il annonce une refonte complète de la barre de recherche de Google. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là on est en train de toucher à la voûte céleste de Platon. Cette barre de recherche, elle n'a jamais été refaite depuis 2001. Ça fait 24 ans qu'on a exactement la même, 25 ans qu'on a la même barre de recherche. Et là, on se retrouve avec une barre de recherche qui est élargie. On voit bien qu'on rentre dans une barre qui n'est plus simplement pour aller glisser quelques mots-clés. Là, on peut glisser tout. On peut mettre une vidéo, on peut mettre une photo, on peut mettre un document. Et Gemini va interpréter on peut même mettre, je sais pas si vous avez vu, une tab de Chrome. C'est-à-dire que vous êtes sur un site web, vous glissez la tab de Chrome. En France, vous avez peut-être pas vu ça, mais ça y est, ça marche déjà ici aux États-Unis dans la barre de recherche de Google, et vous pouvez interroger avec comme contexte une page internet, quoi. Et c'est hallucinant. Et c'est pas simplement de la recherche, ça génère. Tu peux demander au search de Google maintenant de te générer une animation interactive. Tu dis voilà, je mets ce doc, cette image, cette table de Google et fais-moi une infographie. Fais-moi une animation et ça va générer ce genre de truc. C'est une vraie révolution. Hein. On ne recherche plus de l'information. On peut maintenant demander à Google de nous fournir de la connaissance et de nous expliquer quelque chose. Et ça, c'est révolutionnaire. Complètement. Et c'est quand même intéressant parce que ils ont eu le temps de regarder
du Perplexity, du Brave, si vous avez utilisé du Brave. Et là, effectivement, pour le Google I.O., il y a tout un sujet autour de générer les interfaces graphiques. Search est un bon exemple, mais pas que le search. Sur le search, en revanche, il y a aussi la partie, ce que moi j'aime appeler les ambient agents, les agents de tâches de fond. Ça sera une autre expérience qui vont commencer à fournir et ça doit nous rappeler à ces frameworks agents OpenClaw ou autres où et d'ailleurs PyChai s'en est pas empêché de dire et tu peux clore ton ordinateur et le truc continue à marcher. C'est un joli scud sur la concurrence. Et un dernier point, c'était quand même très intentionné, le Google I.O. sur la partie consommateur. Il y a rien eu sur le B2B, non. Et il y a vraiment rien eu sur se comparer à des expériences B2B. Donc c'est vraiment voulu là, force de frappe. Le license to kill, c'est vraiment OpenAI, ChatGPT, c'est tous les gens 100%. qui prétendent s'adresser, en tout cas au grand public. Tu parlais de OpenClaw, ils ont annoncé Gemini Spark. Pardon ? Gemini Spark. Un quoi ? Spark, qui est effectivement le concurrent de OpenClaw. Un agent personnel qui va tourner 24/24 sur des machines virtuelles qui, elles, sont dans le cloud. Et effectivement, tu n'as pas besoin que ton ordinateur soit allumé. Ça marche en tâche de background. Et la démo, elle était assez impressionnante. Ils ont montré un Spark qui va lire une série de mails sur une réunion, qui va consolider les informations dans un seul document Google Doc. Donc, ça va te générer un Google Doc, puis il va te proposer un brouillon de réponses. Et tout ça sans que l'utilisateur ait rien à demander. Ça, c'est en arrière-plan. Toi, tu es peut-être en réunion ou tu es peut-être en train de faire tes courses. Et visiblement, ça avait l'air de fonctionner, quoi. Donc, très, très impressionnant. Ouais, là, le license to kill, c'est OpenClaw. Merci, au revoir, vous êtes gentil. Bon, c'est dans le cloud, c'est pas en local, mais c'est quand même très très impressionnant aussi la vitesse avec laquelle ils ont catch-up là-dessus, quoi. C'est aussi que Google a toujours eu une ADN très très consumer. Nous, on utilise Google Workspace, tu vois, au Crayon Group, donc littéralement l'infrastructure, on va dire l'infrastructure B2B de Google. Mais la réalité, c'est que ça s'adapterait pas à une organisation de milliers de personnes. Et c'est là où généralement plutôt Microsoft se trouve, en fait, on va dire dans les workflows. Ouais, mais comme dit Jérémy, ils sont nazes. Avec Copilot, tout le monde s'en plaint. Tout le monde dit que c'est de la merde. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je prends même les workflows historiques avant même l'IA. C'est-à-dire que quand nous, on fait, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Quand je fais un call avec une boîte de moins de 100 personnes, j'ai un Google Meet. Quand je fais un call avec une boîte de plus de 1000 personnes, j'ai un Microsoft Teams. Attends, et Valéran, est-ce que c'est pas une question d'historique et de legacy, ça? Est-ce que techniquement, Google Workspace pourrait pas fonctionner sur des plus grosses boîtes? Ah, mais moi, je dis pas que ça ne peut pas fonctionner. Je dis juste que c'est justement une question de marketing, une question de manière dont tu t'adresses. Et là, Sundar Pichai, clairement, n'est pas en train d'essayer d'aller chercher les boîtes de plus de 1000 personnes d'un point de vue marketing. Probablement qu'ils essayent de le faire d'un point de vue sales. Mais d'un point de vue marketing, on sent bien qu'ils restent quand même sur cette idée. Non, tu sais Valorant, moi, je pense que quand j'écoute Sundar Pichai, je me dis ce qu'il essaye de faire, et c'est intéressant, hein, c'est que Google devient une plateforme un peu comme Meta aurait pu la devenir. En gros, grosso modo, tu ne sors plus de Google, tu es un utilisateur, tu restes complètement dans l'univers de Google et il est en train de t'expliquer qu'il va être partout, il va être dans ta recherche, il gère ton mail. Donc, en gros, tu n'as plus à quitter quelque part le google.com. Tout se passe sur Google, quoi. Ça va devenir un vrai sujet parce que je pense que comme je digresse très légèrement, mais je reviens sur Google, mais parce que ça parle des produits, mais il va y avoir un vrai sujet de fond sur les LLM qui est sur la verticalisation de leurs usages pour générer du revenu. On le sait que générer du revenu avec les LLM, ça va être un des énormes sujets pour ne pas que les investissements en infrastructure deviennent en fait un puissant fond. Et donc, ils vont être obligés d'aller verticaliser. C'est typiquement ce qu'a fait OpenAI avec les finances personnelles où ils ont fait une annonce cette semaine ou la semaine dernière là-dessus.
Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? C'est qu'en fait, tous les LLM vont aller chercher les use cases de GPT Wrapper, c'est-à-dire en fait les applications qui utilisaient les modèles de ChatGPT ou d'autres pour exister, et ils vont aller les tuer un par un. Et le truc, c'est que je pense qu'il va y avoir aussi une course dans le revenu à ce type d'outils. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tes finances personnelles sur ChatGPT, par exemple, est-ce qu'au bout de 1 an, tu vas les changer pour Google? Non, c'est chiant, ça te fait chier. En revanche, potentiellement, tu vas pouvoir aller capter du revenu sur les gens qui ont envie que je sais pas, ChatGPT Finance, en fait, t'organise ton compte bancaire, tes dépenses, ton budget et tout, tu vois. Et donc, il va y avoir une vraie guerre aux GPT wrappers qui vont être opérés par les LLM au même titre que les boîtes de conseil de plus en plus veulent être opérées par les LLM. Et donc, les LLM vont remonter la chaîne de valeur pour essayer d'aller capter du revenu pour financer des infrastructures. Ouais, bonne chance, hein, parce que là, je pense que Google va, qui a cette vision beaucoup plus horizontale, effectivement. Moi, je pense que au bout d'un moment, peut-être que sur des usages professionnels, mais sur des usages grand public, je pense qu'au bout d'un moment, tu vas pouvoir tout faire dans Google Search, quoi, en fait. C'était surtout ça le message, en fait, c'est que ça te suit sur tes produits, quoi. Et la vision a été présentée. C'est encore de la roadmap. Ça va te suivre sur tes docs, sur ton calendrier, etc. Moi, j'ai pas forcément été impressionné sur par exemple le Daily Digest. Moi, j'ai voulu le regarder sur 2 axes. Est-ce que c'est innovant, oui ou non? Est-ce que c'est des choses qu'on a déjà fait, par exemple que moi j'ai configuré? Bien évidemment. Le Daily Digest, le fait que j'ai automatiquement, proactivement tous les matins, en fait, un OpenClaw qui me lit mes emails, mon Gmail, pro et perso, ça m'a pas impressionné. En mais revanche, ça t'a pas impressionné parce que t'es dedans, tu fais partie des 0,01%. C'est pas à toi que ça s'adresse, Carlitos, ce truc-là. Mais en revanche, la distrib, exactement. Ouais. Et maintenant, c'est clé en main. C'est clé en main. Toi, t'as un Gmail perso, c'est bon. Ça y est, t'as les clés du palace. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant ça, j'avais envie de vous parler de notre nouveau partenaire. On est super fiers de les accueillir dans Silicon Carnet. C'est Eleven Labs. Et qui mieux pour en parler que mon double numérique que j'ai créé avec Eleven Labs. Ah, salut tout le monde. C'est moi, le double numérique de Carlos. Il m'a demandé de le remplacer au pied levé pour vous parler d'Eleven Labs. Et franchement, j'ai accepté avec grand plaisir. Qui est Eleven Labs ? Eleven Labs, c'est le leader mondial de l'IA audio. Ils ont développé une technologie qui permet de créer des agents conversationnels capables de répondre au téléphone dans plus de 60 langues avec une voix incroyablement humaine. Et pour couronner le tout, leurs serveurs sont basés en Europe, ce qui garantit une sécurité optimale pour les données. Super, et comment ça marche ? C'est super simple, ça se fait en 3 étapes. D'abord, tu crées ton agent et tu choisis une voix parmi 11 000 options. Ou alors tu peux même cloner ta propre voix, comme Carlos l'a fait avec moi. Ensuite, tu connectes ta base de connaissances, c'est-à-dire tes documents et tes process internes. Et pour finir, tu définis les missions que tu veux lui confier. C'est vraiment bluffant toutes les possibilités. Écoute, c'est absolument génial. Et tu sais ce qu'on va faire ? Eh bien, on va proposer aux éditeurs de continuer la conversation avec toi. Je vais mettre le lien dans la description. Ils vont pouvoir aller sur cette page, poser leurs questions directement sur Eleven Labs Agents pour en savoir plus sur Silicon Carnet et leurs solutions. Qu'est-ce que tu en penses ? Excellente idée, Carlos. Je suis prêt à discuter avec eux et à répondre à toutes leurs questions sur Eleven Labs Agents. Eh ben, pas de problème. Allez, retour à ton épisode et rendez-vous sur Eleven Labs. Autre truc super impressionnant, là, je suis tombé de ma chaise. Gemini Omni, Demis Hassabis s'est monté sur scène. On en a parlé, Demis, c'est le patron de DeepMind. Et il a présenté ce qu'il appelle lui-même un modèle de compréhension du monde. C'est là que je pense que l'équipe de Ami Labs et Yann Lequin a commencé à faire bravo avec ses fesses, je pense. Parce que là, je pense que chez Ami Labs, tu leur mettais une olive, ça devait presser à froid, quoi, en fait. La démo, elle est spectaculaire. Il filme une sculpture métallique avec son téléphone. Je suis en train de vous montrer la vidéo en parallèle de toutes les... Enfin, c'est super impressionnant ce qu'ils sont en train de faire si vous nous regardez sur YouTube. Et là, il demande à Omni de transformer la sculpture avec une autre matière, en l'occurrence des bulles de savon. Et ça marche, et c'est immédiat. Quelques secondes plus tard, tu as la vidéo qui est régénérée avec toute la physique de cette sculpture qui a été repensée avec une autre matière. Et c'est super impressionnant. Donc là, je dis pourquoi je parle de Ami Labs, parce que je ne sais pas, je suis pas assez technique là-dessus, mais j'aimerais bien ton avis là-dessus, Carlito. Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser que derrière ça, il y a quand même
il y a un peu du world model là-dedans, quoi, en fait, parce que on a vraiment l'impression qu'il y a la prise en compte de la physique dans ces vidéos, quoi. Non? Ou je me trompe? J'ai beaucoup aimé son intervention parce que il a été vachement mesuré sur ses propos et il a contenu vachement son discours dans le sens où il a pas voulu vendre la salade. Il a dit ces systèmes sont pas parfaits. C'est un petit pas vers l'AGI. Vers l'AGI, hein, il parle. Hein, voilà, c'est un petit pas vers l'AGI et c'est cette physique intuitive. Et lui, en fait, c'est un promoteur sur le fait que LLMs alone, les LLM tout seuls ne vont pas nous ramener ces systèmes autonomes, cette vraie, on va dire, intelligence généralisée. Il faut qu'on puisse comprendre le monde extérieur, et pour comprendre le monde extérieur, il faut comprendre la physique, et pour comprendre la physique, il faut comprendre la causalité, etc., etc. Et pour ça, il faut des données d'entraînement, et ce que Google a que personne d'autre a, c'est YouTube. Où là, si tu veux, en fait, des interprétations du monde physique, t'as des milliards et des tétras de millions de data, quoi, en fait, chez YouTube, qui peut t'aider à comprendre le monde physique, parce que de la vidéo, ils en ont à plus savoir quoi en foutre. Mais justement, en fait, Carlos, pour moi, tu cibles le sujet fondamental. C'est qu'en fait, Anthropic et Perplexity et OpenAI, et même version française Amilabs et Mistral, je leur souhaite le meilleur, et je pense qu'il y aura quand même quelques vainqueurs dans cette liste-là. Mais putain, ils sont face à des mastodontes qui ont des décennies de barrières à l'entrée. Parce que pour réussir à créer des données d'entraînement pour un Amilabs, bah en fait, si t'as pas YouTube, c'est compliqué de faire la concurrence. Et c'était toute la thèse de Neo, la boîte norvégienne qui a été financée par OpenAI, de mettre des robots chez les gens, comme ça t'avais des données d'entraînement réelles. Mais avec YouTube, effectivement, tu prends tous les mecs qui ont fait des pranks complètement absurdes, comme des Red Bull, des Jackass ou d'autres, les lois de la physique, tu vas les voir. Hein. Alors moi, j'ai pas le niveau, je dirais, en physique suffisant pour challenger Yann Lequin. Mais en tout cas, de ce que je comprends et de ce qu'il explique, il semble ne pas se dire qu'il a besoin justement de tous les tétras XYZ. Ouais, mais qui nous sorte son produit et qui nous montre alors. Hein. Moi, je le croirais quand il aura sorti un truc, quoi. Ok, très bien. Bah, bon, il a déjà fait là-bas, il a déjà fait des trucs. Attendons de voir, Carlos. Je sais que t'es un peu sceptique et moi aussi. En revanche, il y a un point que je voudrais aborder parce que j'avoue que là, il y a de quoi être impressionné par ce que fait Google, mais moi, je suis à la fois impressionné et inquiet. Je suis inquiet parce que Google, faut pas oublier non plus que c'est quand même l'entreprise qui est en train de privatiser Internet. Ah oui, complètement. C'est-à-dire que tout le trafic, en fait, les gens ont l'impression d'aller sur Internet. Donc, à l'origine, c'est vrai que tu allais sur Google Search et ensuite tu allais sur un site Internet. Mais de plus en plus, avec l'environnement qu'ils sont en train de créer, qu'il s'agisse de YouTube, qu'il s'agisse de Google, qu'il s'agisse justement de l'utilisation en mode agentique de l'IA, de l'écosystème qu'ils sont en train de construire, moi, ma crainte, c'est qu'à un moment donné, ils y arrivent, hein, c'est-à-dire à créer vraiment leur écosystème captif idéal. Et là, ils sont obligés d'innover parce que ils allaient mourir s'ils innovaient pas. Mais à partir du moment où ils rentrent dans cette logique de gros mastodontes hyper anticoncurrentiels, bref, de monopole, quoi, tout simplement, enfin d'oligopole, on peut s'attendre, et ça, bon, toutes les recherches économiques le montrent, à peut-être une baisse, en effet, de l'innovation à moyen terme. Et d'un côté, c'est bien parce que en effet, ils innovent, il y a plein de trucs, il y a Omni, machin, etc. Mais de l'autre côté, faut pas oublier que oui, c'est l'anneau, comme dans le Seigneur des Anneaux, qui a quelques avantages, mais à la fin, il finit par nous enchaîner tous dans les ténèbres, hein, parce que bon, voilà, les gens aiment bien faire des métaphores sur le Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on est là-dedans, et j'espère pour le coup que les autres vont se réveiller et justement accélérer, parce qu'on est sur un marché où on va avoir besoin d'innovation et de concurrence pour plusieurs raisons. La première, c'est l'innovation, la première raison pour laquelle il faut de la concurrence. Mais il y a aussi un enjeu, j'ai envie de dire, citoyen et civilisationnel, parce qu'en fait, les LLM, malgré tout, produisent de l'information et trient l'information. Donc, il y a un enjeu, j'ai envie de dire, média et contrôle de l'espace informationnel. On peut pas être tous sur Gemini ou tous sur Grok ou tous sur Perplexity ou autre. Et puis il y a aussi un enjeu pour le coup, de souveraineté, c'est que en effet, on est en train de construire des mastodontes qui demain
pourront écraser tous les autres. Et moi, je suis plutôt inquiet, en effet, par rapport à cette tentation des géants de se dire, eh ben tiens, il y a des petits gars, donc ça c'est un autre point, qui ont réussi à faire des wrappers, comme on dit, donc de mettre des modems de LLM et puis comme Perplexity, qui est un wrapper en fait d'IA, et donc de créer des modèles finalement rentables. Eh ben on va aller maintenant que nous on a la puissance financière, prendre leur business et les tuer. Ouais, mais j'entends ce que tu dis, mais on n'a rien. C'est-à-dire que, ok, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner sous prétexte qu'on est en retard, et de laisser le temps, c'est trop tard. Il fallait se poser cette question-là il y a 30 ou 40 ans. On n'est plus dans la course. France, ouais, de la France, et puis de plein d'autres pays, pas simplement de la France. On n'y est pas, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est dire, ok, super. On veut pas. Moi, je suis d'accord avec toi. Ça me fait chier. Moi, je reproche rien à Google, hein, Carlos. Ils font leur boulot, Google. Mais l'internet ouvert, t'as raison. L'internet ouvert, il a disparu. Il y a une phrase dans le New York Times cette semaine qui est super intéressante. C'est un analyste financier qui dit, Richard Kramer, il dit: l'internet ouvert est en voie de disparition. Moi, je pense qu'il a déjà disparu, hein, avec les annonces de Google I.O. On voit bien vers où est-ce qu'on va, et je suis entièrement d'accord avec toi. Avec l'IA, Google réduit tout le monde à de simples fournisseurs de données brutes. Oui, ouais. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu as de la donnée, eh ben, oublie ton site web, fous-la, donne-nous-la, tu vois, et nous, on va faire le boulot à ta place. L'interface avec l'utilisateur, ça va être nous, ça va se passer chez Google. Il y a un exemple très concret de ça, c'est dans le e-commerce. Olivier Sichel, s'il écoute ce podcast, il s'est battu contre Google, justement, pour cette dominance de Google dans le domaine du e-commerce, mais c'est exactement ce qui se passe. Ils ont créé un panier d'achat universel. T'achètes chez Nike, t'achètes chez Target, chez Walmart, chez Sephora, sans jamais quitter Google. T'as un agent IA qui lit tes mails et qui répond à ta place. T'as pas quitté Google. T'as une barre de recherche qui génère des réponses, et t'as toujours pas quitté Google. Tu mets des lunettes sur ta gueule qui filtrent ta réalité. T'as toujours pas quitté Google. Et si tu veux interagir avec tous ces produits, ou qui soient physiques, comme les lunettes, parce qu'on va en parler, ils ont sorti aussi des lunettes, bah il faut que ta donnée soit chez Google. C'est exactement ça. Et donc c'est fini, l'internet ouvert. Ciao, bye bye, au revoir. Salut mon pote. Merci. On repasserait peut-être dans 30, dans 40 ans, mais pour l'instant, l'info, elle est chez nous, et il n'y a personne d'autre qui sait traiter mieux l'information. Ok, moi, ça m'empêche pas d'être un peu idéaliste, et ce que je recommande malgré tout, c'est penchez-vous sur les IA en local, pour avoir un minimum de contrôle sur vos données. Penchez-vous sur la diversification des outils. Moi, à titre personnel, je refuse d'utiliser une seule IA, de la même manière que je refuse de regarder un seul média, tout simplement. Pour moi, c'est la même chose. Oui. Et essayer d'avoir une indépendance à titre individuel. Je suis d'accord. Voilà. Moi, c'est mon conseil. Maintenant, je fais pas le procès de Google. Je m'inquiète, tout simplement. Le procès, s'il faut le faire, tu as raison, c'est l'État français qui tue l'innovation et qui tue l'entrepreneuriat. Ça, on peut éventuellement en faire son procès. D'ailleurs, Arthur Mensch... Jérémy, c'est même pas ça. C'est Arthur Mensch devant la commission d'enquête. Comme le disait Pierre Gobil très très bien, tu as 5 députés dans la salle, 3 qui regardent leur téléphone, 3 qui comprennent rien à ce que Arthur est en train de dire, et 2 qui regardent leur téléphone, quoi, en fait. Donc c'est tout, quoi. C'est voilà, on s'en fout. On en a rien à foutre en France. Moi, je regarde les actualités. Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment en France? Le festival de Cannes? C'est un rassemblement de trous du cul qui posent devant des photographes dans des tenues incroyables, rien que pour paraître. Non, c'est Master Poulet. C'est Master Poulet. Et Master Poulet. Ouais, mais t'as raison que t'as le festival de Cannes maintenant, la tribune des artistes aussi, super. Voilà, les artistes, Master Poulet. Ces artistes. Bolloré contre les acteurs. Là, c'est Bolloré contre les acteurs, et avec ceux qui sont un peu gênés au milieu, quoi. Non, mais ce qui est intéressant juste sur la tribune, parce que je vais pas parler de l'aspect politique, mais je trouve ça marrant qu'aux États-Unis, les acteurs fassent des tribunes contre l'IA, parce qu'en effet, ils peuvent se sentir menacés. Il y en a pas beaucoup, hein. T'as McConaughey qui lui a dit non, moi je vais mettre un IP, je vais protéger mon image. Au moins il part du sujet, tu vois. Là où l'artiste français, l'artiste français, tu vois, l'IA pour lui, je sais pas si ça existe, mais il est concentré sur Bolloré, tu vois. Bolloré. Enfin bon, bref. Mais non, mais chacun Jérémy, pour une raison.
J'ai rien pour une raison toute simple. Parce que l'État va protéger la protection cinématographique de l'IA. Oui, Et c'est donc, ce en qu'ils fait, se elle disent, se c'est fera ce qu'ils se disrupter disent. par l'international. On sait très bien que c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'en gros, on va refuser d'utiliser beaucoup de technologies. Je schématise, c'est pas vrai pour tout le monde, mais on va globalement refuser d'utiliser ce genre de technologie parce que c'est pas bien et c'est pas éthique et du coup on va préférer prendre des artistes et des techniciens et peut-être qu'on aurait raison, mais voilà. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si on a des films moins bons que des films internationaux, et ben en fait les films internationaux vont faire plus d'entrées. Et en fait c'est toujours le même truc. Et c'est Et pareil pour énormément de domaines dans la société française. Nous on avait fait Mais une émission sur le crayon avec sur l'IA avec Johan de Limova, où on avait en face la voix française de Sangoku. Et elle nous disait, mais moi, je fais comment? Parce que d'un côté, je comprends le coût économique d'un vrai doublage, mais de l'autre côté, moi, j'ai plus de job. Sinon, j'ai plus de job. Eh ben, t'as plus de job. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec qui allumait les becs de gaz à Paris en 1907, il a plus de job non plus, quoi. En fait, la terre ne s'est pas ouverte. Oui, effectivement, tu as plus de job, ou alors ton job, il va changer. Effectivement, il faut que tu changes de job. Qu'est-ce que tu veux que je te Oui, mais dise? en France, Carlos, quand ça arrive, les gens gueulent et les politiques plient. Non, moi, ce qui m'emmerde, en fait, en France, là, c'est que, justement, notre incapacité, notre manque de courage politique sur ces questions de technologie, on est en train de le, masquer derrière une morale, en disant, c'est pas bien, en fait. Et on explique que tout ça est moralement inacceptable et que donc on fait une sorte d'objection de conscience vis-à-vis de cette technologie-là parce que mais en fait c'est juste une façon de masquer notre vacuité sur ces questions technologiques depuis des décennies. C'est ça c'est ça qui m'emmerde. Et moi, je vois apparaître un truc intéressant, si je puis me permettre, juste une incise, parce que nous, on le voit poindre chez Esquintel Media. On aime bien utiliser parfois dans nos montages des images qu'on génère avec de l'IA, parce figurez-vous qu'on embauche rarement des acteurs. Voilà, on n'a pas le budget. Et du coup, et tu c'est prends du assez boulot à intéressant. personne, tu le faisais pas avant, quoi, en fait. Donc, de toute façon, c'est pas un manque à gagner pour les acteurs. Tu n'en recrutais pas des acteurs avant, quoi. Donc, tu les as pas remplacés, quoi. Bah non, mais peut-être qu'un jour on inventerait une taxe à l'acteur virtuel ça serait très bon, qui serait reversée au je doute pas CNC là-dessus. pour aller financer le cinéma français dès que tu génères une image par IA. Sans déconner, je crois qu'il y a un député qui a proposé un truc comme ça. Pas mal, non? C'est français. Mais en tout cas, ce que je vois poindre, c'est une tendance un peu, oui, en effet, moralisatrice vers tous les contenus, tous les contenus générés par IA, mais par principe. Où tu vas avoir des gens qui vont, à mon avis, critiquer de plus en plus ces contenus, peu importe le travail qu'il peut y avoir derrière, parce que derrière un travail réalisé par IA, soit tu peux avoir, en effet, tu prompts comme un gogol et puis t'as un truc, soit tu peux avoir beaucoup de travail derrière, de réflexion, d'essais, etc. Avec cette posture très moralisatrice. Je l'ai pas vu sur les réseaux sociaux anglo-saxons, mais en revanche, en France, ça revient souvent, tu vois. Rapidement, on continue les démos produits. Il y en a une que j'ai trouvée absolument incroyable, que je vous montre là. Je vous propose de la regarder. C'est Doc Live, où tu peux maintenant parler avec ton document à voix haute. C'est juste hallucinant. T'es sur un téléphone, regardez la vidéo. Tu dis à ton téléphone, mets cette section en haut, mets le titre en gras, change la police de caractère. Enfin bref, tu es vraiment dans une forme de dialogue et tu construis des documents directement depuis ton téléphone en mode vocal. C'est super impressionnant. All right, let's try this out. So I just remembered I'm doing an alumni talk for my high school's career day tomorrow. I need to come up with some talking points to explain what I do for a living as a software engineer, but I'm not really sure where to start. Oh, actually, can you just pull my resume from Drive? Although that might be boring. Maybe can you come up with some funny analogies so it'll be more of an engaging talk for the students? Oh, and also, I think the school sent me an email. I think the subject is something like Career Day Logistics. Maybe just grab the details from there, throw them at the top of the doc so I know where to go and what time to get there. Let's just update those requirements and turn this straight into a draft. This is cool, but it's a little dense. Maybe format the analogies as a table so it's a little easier for me to scan. And also add a note to tell the story about how my brother inspired me to become a software engineer, sort of at the top of my doc, and bold it so I don't miss it.
Yeah, that looks great. On peut faire exactement ça avec Hermès Agent. Et c'est vrai que c'est C'est intéressant quoi parce Hermès que Agent? C'est un Mais c'est- modèle mais c'est- de, mais c'est de toute la cette- marque Hermès? tout à fait. Non, pas du tout. C'est toute cette génération de frameworks agentiques qui sont open source, gratuits, qui marchent super bien, qui sont proactifs et qui te permettent de faire la même chose. Ok. En plus, combiné avec une boîte française dont le PDG est français, le CEO est français, qui s'appelle Whisperflow, cette expérience de Doc Live, ça fait longtemps qu'on l'a fait. Mais comme tu disais, Carlos, là, pour le coup, on est en train d'ouvrir les gates pour une utilisation massive. En termes d'innovation, OK. En termes de distribution et de surface d'exploitation, top. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Google I.O. Encore une fois, c'est juste une petite partie et surtout ce qu'on voulait, c'est commenter et faire une analyse plus large du monde dans lequel on est en train de rentrer, dans lequel Google est en train de nous faire rentrer. C'est assez impressionnant. On salue quand même la capacité du géant Google en l'espace de 18 mois d'avoir rattrapé ce retard face à OpenAI et aussi Claude. Très, très impressionnant. Clairement, Google, bravo. Vous avez remis en cause l'innovator's dilemma et le monde ne sera plus pareil après forcément ce Google I.O. 2026 qui montre que bah non, c'est pas toujours les plus petits qui arrivent à disrupter les plus gros. En tout cas, il y aura un après et un avant Google I.O. 2026. Allez, on parle du procès de Musk contre OpenAI. Moins de 2 heures, c'est le temps qu'il a fallu au jury d'Auckland pour rejeter la plainte de Musk contre OpenAI. On parlait de 150 milliards de dollars réclamés par le père Musk, balayés d'un revers de la main. Et les médias titrent « Musk a perdu, victoire de Sam Altman ». Sauf que quand on y regarde de plus près, je m'adresse à maître Jérémy Michel, et j'ai vu plein de conneries racontées sur LinkedIn, parce que comme Elon Musk est la personne la plus détestée de France. Enfin non, on m'a dit que c'est pas vrai. La première apparemment c'est Emmanuel Macron, quoi. Hey! Et donc la deuxième personne la plus détestée en France. Il semblerait que ça fait plaisir à plein de monde d'expliquer dans la presse et dans les médias sociaux que Musk avait perdu. Mais est-ce que Musk a vraiment perdu, Jérémy? Parce que quand je regarde le fond du dossier, j'ai pas l'impression que on est statué sur le fond, non? Justement, c'est très intéressant ce procès et ça met en lumière la nature protéiforme des stratégies que tu peux mettre en place lorsque tu attaques quelqu'un en justice. Le gain, je veux dire, l'objectif n'est pas forcément de gagner son procès. Maintenant, quand on regarde en effet dans le détail, Musk semble avoir perdu sur un truc, pour le coup, qui normalement juridiquement est assez évident. C'est bon, même s'il peut y avoir des débats, c'est la question de la prescription. Donc c'est la prescription, hein, pour rappel, tout le monde comprendra. Mais quand Musk a déposé son dossier trop tard, quoi. En fait, il a 3 ans pour attaquer et il a laissé passer le délai, quoi. C'est ça, quoi. En fonction dans certains types de litiges, tu peux avoir un délai au-delà duquel, en effet, tu ne peux plus ester en justice, comme on dit. Donc c'est, on va dire que c'est pas sur le fond qu'il a perdu, c'est, on va dire, sur la forme, la procédure, c'est-à-dire qu'il a attaqué trop tard. Et à partir du moment où tu perds sur la forme, ça veut dire que les juges ou le jury n'étudient même pas les questions de fond. C'est-à-dire que les questions de fond que Musk a mis en avant n'ont pas été tranchées parce que, on peut tout simplement pas les trancher vu qu'on est hors délai, quoi, finalement. Mais attends, un truc que je comprends pas, Jérémy, que je te pose, parce que tu es avocat. Est-ce qu'on pouvait pas savoir ça avant le procès? On avait besoin d'un procès pour ça? Justement. Après, moi, j'ai pas le détail du contentieux, mais dans certaines affaires, tu sais, tu peux avoir des délais de prescription différents en fonction du type d'affaire. Et par exemple, si tu tombes... La qualification des faits reprochés. En fonction de la qualification des faits, en fonction des demandes, la prescription en pénal n'est pas la même en fonction du type de délit ou de crime, par exemple. Donc, la prescription, elle n'est pas forcément uniforme. Donc, peut-être qu'il y a eu un débat là-dessus, mais en règle générale et au vu du dossier, ça m'a l'air quand même assez clair. Donc, il est possible que, pour le coup, Musk savait
probablement qu'il allait perdre sur ce point-là. En général, quand il s'agit d'une prescription, t'es quand même sûr à 80-90% de savoir si tu vas gagner ou si tu vas perdre. Là où il y a de l'incertitude, c'est évidemment plus sur les questions de fond. La prescription, c'est quand même assez mécanique, comme on dit. Et donc, pourquoi Musk aurait-il attaqué, sachant qu'il a probablement de très bons avocats, alors que sans doute ces avocats ont dû lui dire, écoute, tu as peut-être 80-90% de chances de te faire balayer pour une affaire de prescription. Et donc c'est là où je parle justement d'éléments de stratégies qui peuvent être protéiformes, c'est que ce procès a été pour le coup extrêmement médiatisé. Et tu peux avoir en effet comme stratégie dans un procès d'attaquer, non pas forcément pour gagner, mais pour instrumentaliser d'un point de vue médiatique la procédure. Et pour le coup, c'est un peu ce qui s'est passé, puisqu'il y a énormément de communication qui ont fuité, notamment sur la personnalité de Sam Altman. Alors on déteste Elon Musk, mais le profil psychologique de Sam Altman, tel que révélé dans les mails, les textos, etc., la manière dont il a même manipulé Elon Musk, dont il a menti à tout le monde, ça semble être quelqu'un d'assez tordu en réalité. C'est l'image que ça donne. Alors peut-être pas en France, parce qu'en France le sport national, c'est de taper sur Elon Musk, mais globalement, ça te donne quand même une image assez délétère de Sam Altman. T'as l'impression qu'en effet, ils ont arnaqué tout le monde avec leur non-profit. Donc, il a quand même, et je pense que c'était sans doute ça son objectif prioritaire, il a quand même pu sortir son narratif dans l'espace public en s'appuyant sur la procédure. Maintenant, imaginons une situation où Musk n'aurait pas attaqué OpenAI et Sam Altman. Imaginons cette situation. Eh bien, tout le narratif, le feuilleton judiciaire, comme on dit, qu'il y a eu jusqu'à ce verdict, n'aurait pas eu lieu. Voilà, parce que les médias ont toujours besoin d'avoir un prétexte ou une raison pour raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tweeté toute la journée pour dire, bon, cela dit, il l'a fait aussi, mais il se serait contenté de tweeter toute la journée pour dire que Sam Altman est malhonnête, etc. Là, il y avait un procès, donc il y a des données qui sont sorties, il y a des mails qui sont sortis. Justement, ça a on regarde le procès et le feuilleton judiciaire. Donc peut-être était-ce là la seule stratégie de Musk. C'est une supposition. En fait, on se rend compte en faisant le décompte au bout d'une quasi-dizaine d'années qu'il reste plus un type à ses côtés, quoi, quand même. C'est une folie. Greg Brockman, c'est le seul qui reste. Greg Brockman. Et sinon, Mira Mourati, elle est plus là. Ilyas Skivers, il est plus là. Elon Musk, il est plus là. Peter Thiel, il est plus là. Enfin, c'est tous ceux qui ont été dans le truc ne sont plus là. Et donc, je pense qu'il y avait en fait une manière pour Elon Musk aussi d'affaiblir OpenAI de manière générale en termes d'image, parce que beaucoup des moves de Sam Altman ont été d'essayer de se vendre comme une espèce de Messi très désintéressé, en disant OpenAI c'est non-profit, en disant il faut créer je n'ai pas de part dans OpenAI. Alors qu'en fait, il y avait cette question aussi du WorldCoin. Je fais pour le plaisir, pas pour l'argent. Ouais, je fais ça pas pour l'argent. Il y avait la question du WorldCoin, c'est-à-dire une espèce de crypto-monnaie pour le bien de l'humanité. Enfin, il y avait plein de trucs dans son image qui étaient très virtue signaling. Et on se rend bien compte que du coup, il est, comme beaucoup de gens qui font du virtue signaling, littéralement une ordure. Et donc, Elon Musk a quand même au moins réussi à ramener le niveau de détestation de Sam Altman au moins au même niveau que le sien. Et du coup, par effet de contraste, se retrouve lui à être un gars, entre guillemets, presque plutôt sympathique, parce qu'il passe pour le mec qui a toujours voulu faire une non-profit de manière sincère. Et pour être très franc, je le crois plutôt honnête sur le fait d'avoir voulu faire une non-profit, parce que je pense qu'il est pour le coup lui-même très personnellement troublé et inquiet de ce qui peut se passer dans l'IA. Sauf que il a de l'amnésie sélective. Il a quand même oublié de rajouter qu'en 2017, c'est lui qui a quand même mis les cartes pour qu'il se privatise, quoi. Tu vois, donc ça dépend où. En tout cas, c'est sûr que le résultat final de l'histoire, c'est que ils auraient pu résoudre ce truc par email. Enfin, je grossis le trait, mais c'est un peu ça. Clairement. Et on découvre, Carlito, que Elon Musk ne lit pas ses emails. C'est-à-dire que quand ils ont envoyé la term sheet pour passer en for profit, en fait, on se rend compte dans le procès qu'en fait, Elon Musk n'a pas lu le document. Il ne connaissait pas le document. Il a lu les 3 premières phrases, ce qui montre aussi comment est-ce que Elon Musk fonctionne. Ces gens-là ne communiquaient plus, effectivement. Mais t'as raison de signaler aussi au fait que, à un moment dans l'histoire, Elon Musk a voulu prendre 90% de OpenAI. Et que OpenAI s'est créé au départ pour éviter que l'intelligence artificielle ne soit entre les mains
que d'une seule personne, en l'occurrence Google, ce qui est en train de se passer quand on regarde ce qu'on vient de dire juste avant. Oui, bien sûr, parce que DeepMind, c'était à ce moment-là qu'il commençait à être vraiment puissant sur ce domaine-là et c'était pionnier. Et comme ça s'est pas passé, en fait, il a ce qu'on a, comme on dit ici en américain, il a rage quit. En fait, quand Brockman passe au barreau pour raconter son histoire, c'est vraiment un feuilleton, quoi. C'est vraiment la vraie série télévisée Silicon Valley, quoi. Quand il passe justement au barreau, il raconte quand ils sont venus faire cette proposition à Musk, et le mec, il a complètement pété un câble, et c'est là où il est parti, quoi. En fait, il voulait pas se partager le gâteau à part égale avec Ilias Scuver, Brockman, Altman et lui. Et du coup, il a carrément pété un plomb et il s'est barré. Il voulait avoir le contrôle complet à 90%. Et ça n'a pas été vraiment évoqué. Donc, c'était quoi le vrai but de Musk? Je rejoins Maître Jérémy, quoi. C'est, si ce n'est que ralentir, avoir un impact sur la deadline de l'IPO d'OpenAI. Oui. Ben voilà. Réussi, parce que lui, il faut qu'il arrive d'abord. Oui, et puis pas seulement ça, ils ont quand même une image écornée et ça a quand même une importance parce que autant je veux bien que les investisseurs ne font pas de morale, ils sont là pour faire des rendements. La réalité, c'est qu'une gouvernance malsaine, c'est aussi un risque systémique de rendement. Moi, je pense que ce que Musk veut, c'est qu'on vire Sam Altman. Je pense que c'est un truc très perso. Et effectivement, je sais qu'il sait très bien qu'OpenAI ne va pas disparaître. Bon, même s'il avait gagné, mais ce qui était absolument impossible, comme l'a expliqué Jérémy, je pense qu'il savait qu'il allait pas gagner. Mais s'il avait gagné, effectivement, 150 milliards, OpenAI était mort. Mais ce que cherchait avant tout Elon Musk, c'est discréditer Sam Altman et faire en sorte qu'on le vire de OpenAI, avec Greg Brockman également, parce que ce sont des menteurs, parce que ce sont des tricheurs. Et là-dessus, il n'y est pas arrivé, ça c'est vrai. Juste un point, je pense Carlos, qui ajoute de l'eau à ton moulin. Il y a eu en même temps que ce procès, Musk a utilisé, il le fait dans à peu près tous les sujets, X comme une plateforme justement pour décrédibiliser Sam Altman. Et t'as tout à fait raison, c'est-à-dire que non seulement lui, évidemment, a tweeté sur le sujet, mais il a relayé tous les comptes qui allaient dans ce sens-là. Pour leur donner de la visibilité. De la même manière que tu as un de tes tweets qui a été relayé par Musk, et je pense que tu as vu la puissance du retweet de Elon Musk. Lui, de son côté, a fait ça. Il y a un compte notamment X-Freeze qui a été mis en lumière, mais il y a pas que ce compte. En général, il le fait avec tous ceux en France, t'as Brivel qui est passé d'ailleurs dans ce podcast, Brivel qui se targue en fait d'être tweeté par Elon Musk, mais c'est simplement que l'algorithme d'Elon Musk a identifié que ce que raconte Brivel va complètement dans le sas de Elon Musk et que Elon Musk utilise X pour amplifier les messages d'où ils viennent. Il en a rien à foutre de X-Freeze, il en a rien à foutre de Brivel, il en a rien à foutre de Carlos Diaz, effectivement. Mais dès que tu dis un truc qui va dans le sens de Elon Musk, t'es retweeté par Elon Musk, effectivement. Mais c'est normal, mais je veux dire, à partir du moment où t'as quelqu'un qui dit quelque chose qui va dans ton sens, tu retweets. Il s'avère juste qu'Elon Musk a une base de followers, je pense, ultra impliqués, en plus d'être nombreux, qui fait que quand il retweet quelque chose, forcément, ça donne une visibilité. Et moi, je trouve ça intéressant. Je voulais faire une aparté sur l'algorithme de Twitter qui a été mis en ligne. Maintenant, est-ce que c'est le vrai algorithme? On peut rentrer dans ces débats. Mais ce qui est intéressant, j'ai vu quelques analyses justement du code, c'est qu'apparemment, ils ont complètement changé l'algorithme originel pour vraiment implémenter du machine learning en fait, qui fait que du coup, il est beaucoup plus difficile d'un point de vue technique aujourd'hui de faire en fait des manipulations manuelles dans l'algorithme de Twitter par rapport à avant en fait. Et je trouve ça super intéressant parce qu'on a beaucoup accusé X justement de faire de la manipulation manuelle, alors qu'il est probable que ce soit le réseau social qui en fasse le moins. Parce que tous les autres réseaux sociaux, pour le coup, on sait très bien que ce soit LinkedIn, YouTube, etc., tu as des boutons qui te permettent de shadowban des trucs, de diminuer la visibilité de certaines vidéos, ou d'augmenter la visibilité. Non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est un procès qui revient souvent en France, où on va analyser les effets, c'est-à-dire on va dire, regardez, il y a tel groupe ou telles idées qui sont qui ont beaucoup de visibilité, et donc on va dire, en analysant les effets, on va en déduire les causes.
alors que les causes ne sont pas forcément celles-ci. Je reviens au procès. Ce procès qui visiblement n'est pas terminé puisque Elon Musk en sortant a eu un mot, appel. Il va faire appel de la décision. Donc même s'il pense, et même s'il pensait qu'il avait perdu dès le début, visiblement il n'a pas fini de faire chier Sam Altman. Carlito, un point là-dessus sur le procès, on termine cette émission. Un dernier point sur le procès, c'est exactement ça. This one is not over. Ceci n'est pas fini encore. L'équipe Musk a droit de faire un appel. Ils vont faire un appel. Et même si pour le moment, c'est dans le rétroviseur d'OpenAI et on peut se concentrer sur l'IPO, il n'y a pas d'impact sur l'équipe, sur le leadership, etc. To be continued. To be continued. Moi, je pense que la vraie bataille, effectivement, elle va se situer au moment de l'entrée en bourse. Celui qui va vraiment gagner ce procès, c'est celui qui va réussir son entrée en bourse. SpaceX, l'entrée en bourse est prévue, c'est quand ? Le 28 juin, je crois. Je crois que c'est le jour de l'anniversaire de Elon Musk. Et c'est formidable. Le mec se paye pour son anniversaire. Moi, je me paye une émission avec vous. J'en suis ravi. Ça me fait très, très plaisir. Lui, pour son anniversaire, qu'est-ce qu'il fait ? L'IPO de SpaceX. Et c'est vraiment là que ça va se jouer. C'est qui va réussir parce que, vu les montants de l'IPO, il n'y a pas de la place pour 12 000 acteurs. Et celui qui réussira son IPO, bah, c'est celui qui certainement aura gagné cette bataille. Elle risque pas de se jouer devant les tribunaux. Elle risque de se jouer à Wall Street. Un mini truc là-dessus, il vient quand même, Elon Musk, de faire un petit pas dans la course face à Sam Altman sur l'IPO avec le deal avec Anthropic, où il récupère quand même, je crois, c'est un truc du style 15 milliards par an juste pour... 60 milliards, ouais. 60 milliards de revenus sur, effectivement, du côté de Anthropic. C'est colossal. Il a trop de capacité, personne n'utilise XAI, donc forcément, c'était un coup de génie, c'était un bon coup. Attends, Carlito, c'est pas exactement ça, parce que je me suis fait retoquer là-dessus dans les commentaires par les auditeurs de Silicon Carnet, et j'ai vérifié, ils ont absolument raison. Il a loué Colossus 1. Le problème, c'est que XAI ne tourne pas bien sur Colossus 1, parce que Colossus 1, c'est parfait pour faire de l'inférence. Et Anthropic, ce qu'il a besoin, c'est d'inférence. Et donc, il a filé Colossus 1 à Anthropic et il a migré XAI sur Colossus 2 parce que, effectivement, XAI n'est pas encore au point et n'a pas simplement besoin d'inférence, il a besoin aussi de rattraper son retard. Et pour ça, il a besoin d'autres types de puces. C'est ce qu'on m'a expliqué et j'ai vérifié et c'est absolument vrai. Ouais, pour le run. Tu peux expliquer ça, peut-être, Carlito, comment ça se passe, la différence entre les deux ? En deux mots, il y a deux phases. La phase d'entraînement, ce qu'on appelle le pre-training. Et puis aussi, il y a du post-training où on fine-tune, voilà. Et ça, Anthropic peut faire. Et ensuite, il y a la phase du run. Je vais aller faire de l'inférence, ça veut dire je vais aller interagir avec l'IA déjà déployée, qui tourne déjà. Et donc, j'ai pas besoin de la même capacité de calcul, j'ai pas besoin de la même puce, etc. Et c'est ça dont a besoin Anthropic aujourd'hui pour pallier, en fait, à cette hausse des usages que Anthropic, c'est un double coup face à OpenAI. Lui se rajoute énormément de revenus pour son IPO et en même temps, il aide et il accompagne le plus gros concurrent d'OpenAI. Donc c'est un sacré coup. Nous, au Crayon Group, quand on se rajoute 1 ou 2 millions de revenus, on fait la fête par an, 60 milliards. Il se rajoute 60 milliards et c'est un détail, quoi. C'est vraiment... C'est vachement intéressant parce que du coup, OpenAI, ils ont vachement joué leur coup à calculer, prévoir la puissance de calcul qu'ils allaient avoir besoin pour ces différents types de phases, et ils ont le droit d'être fiers parce qu'ils ont vu. Anthropic du coup a été un peu plus conservateur, mais là ils ont attrapé la queue de Mickey et se sont mariés à Musk. C'est quand même intéressant parce que c'est pas forcément les meilleurs amis forever. Ça, c'est clair. Mais oui, et Dario Amodei, il avait provisionné pour 10 fois pour un revenu qui allait être multiplié par 10 et son revenu a été multiplié par 80. Donc, effectivement, mauvaise prévision de la part d'Anthropic. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Merci d'être venus discuter avec moi dans Silicon Carnet. Je vous adore les cocos et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, hasta luego amigos. Bye bye.